Merci à vous tous. Bien, ce que je vais tenter de faire, c'est de présenter la thèse centrale qui est développée dans ce livre qui vient de sortir chez Delga. Ma thèse est que nous vivons un moment historique important. Un moment historique important que je caractérise, que je définis comme étant peut-être l'automne du capitalisme et qui se manifeste par l'implosion du système du capitalisme contemporain, et je donnerai quelques détails sur ce que j'entends par là, mais sans qu'il n'y ait coïncidence jusqu'à présent entre cet automne, cette implosion, et l'amorce d'un véritable, authentique printemps des peuples. Et que cet écart dans le temps entre la mort douce, mais violente en même temps, d'un système et la naissance retardée d'une alternative cohérente, positive, l'écart dans le temps donne tout son caractère tragique à notre époque. C'est-à-dire que le meilleur, mais également le pire, sont possibles. Et je dirais également possibles. Et dépendra de ce que les peuples, de la prise de conscience éventuelle des peuples. Gramsci avait eu une très belle phrase en disant que lorsqu'un système a épuisé son potentiel historique et que la vague qu'il a représentée dans l'histoire s'éteint, mais que la nouvelle vague qui représente l'avenir est à peine en formation, entre la nuit qui n'est pas encore terminée et le jour qui n'est pas encore là se profilent des fantômes, des monstres. Et notre époque est pleine de monstres, pas seulement du côté des forces dominantes du système, mais également des fantômes, parfois des fantômes sympathiques par leur naïveté, mais des fantômes et des monstres qui se profilent également dans les réponses, jusqu'à présent, que les peuples donnent à ce défi. Alors, implosion de quoi et implosion pourquoi? Et je développerai ces deux points dans ce qui suit. Implosion de quoi? C'est l'implosion. Et le terme implosion va au-delà de la crise. Mon ouvrage précédent portait sur la crise, mais avec déjà le titre provocateur, sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en crise. C'est évidemment deux visions stratégiques à partir de l'analyse de la crise elle-même qui sont très différentes. Pour le moment, l'essentiel encore des forces en lutte ne voit pas bien au-delà de sortir de la crise du capitalisme et non pas sortir du capitalisme en crise. Alors, crise, implosion, c'est plus fort que crise, que le terme de crise. Implosion de quoi? Implosion de ce que j'appelle le capitalisme généralisé, globalisé, mondialisé en français, globalisé c'est du franglais, et financiarisé. Et ces trois adjectifs méritent d'être précisés parce qu'ils sont utilisés par beaucoup d'autres avec des sens très différents d'un auteur à l'autre ou d'une analyse à l'autre. J'ai ma propre définition que je vais vous proposer du sens de ces termes. D'abord, le capitalisme des monopoles est généralisé. Et j'entends par là, parce que le capitalisme des monopoles n'est pas une chose nouvelle. Le capitalisme concurrentiel n'a existé qu'à un moment court de l'histoire du capitalisme, disons une moitié du XIXe siècle, le temps de se former, puis ensuite de passer très rapidement au monopole. Ce capitalisme des monopoles a connu une transformation que j'estime qualitative dans un temps très court, entre 1975,
l'amorce de la crise par la chute des taux de croissance et des taux d'investissement au niveau de la moitié à peu près de ce qu'ils avaient été en moyenne dans les 30 années précédentes de l'après-deuxième guerre mondiale, n'ont jamais retrouvé, sont jamais remontés, sauf d'une manière très mineure. Bon. En réponse à cette crise profonde, le capital des monopoles a connu entre 1975 et 1990, donc en une quinzaine d'années, c'est un temps très court dans l'histoire, une concentration, une vague de concentration, de centralisation et de concentration, je dis bien du contrôle du capital, et non pas de la propriété. La propriété peut être très dispersée, les fonds de pension appartiennent juridiquement à des dizaines de millions de travailleurs qui comptent pour du beurre, c'est le capital des monopoles qui le contrôle, qui est décisif. Et au niveau nouveau de centralisation du capital du contrôle du capital des monopoles, il y a un changement qualitatif. Il y a un changement qualitatif que je résume et que je vais illustrer très, très facilement, que je résume en disant qu'il n'y a pratiquement plus d'activité économique qui soit autonome, je ne dis pas indépendante, autonome. Elles sont toutes contrôlées, elles ont toutes un statut de facto, sinon toujours juridique, de sous-traitants des monopoles, contrôlés en amont et en aval, qui permet à la rente de monopole, appelée super profit dans les apparences, à grossir grossir d'une manière continue. Depuis 1990, c'est-à-dire depuis que ce système, en gros, est mis en place. J'en donne un exemple. Prenez l'agriculture. Les producteurs agricoles, les paysans modernes, sont étranglés en amont par les monopoles du crédit, des fournisseurs d'input, etc., en aval par les chaînes commerciales. Et au niveau des prix, que l'économie conventionnelle appelle des prix vrais, qui sont des prix, il n'y a pas de prix vrai. Au niveau de ces prix, leurs revenus seraient nuls et ils survivent grâce à des subventions publiques, c'est-à-dire que les citoyens payent des surprofits au capital des monopoles qui les contrôlent, en amont et en aval, et rien d'autre. Ce qui est visible d'une façon éclatante avec l'agriculture, et pas seulement l'agriculture française, et pas seulement les agricultures en Europe, mais dans le monde entier, y compris dans les périphéries, sous des formes un peu différentes, mais y compris dans les périphéries, et également la règle pour la quasi-totalité, j'ai toujours une tendance à exagérer, me dit-on, et je dis la totalité des activités économiques. Il n'y a plus d'activité économique qui échappe à ce contrôle des monopoles, et c'est dans ce sens que, faute peut-être d'imagination, je choisis ce qualificatif très banal de généraliser. C'est-à-dire, c'est devenu le contrôle général du système productif. Ce ne sont pas les hauteurs dominantes ou des secteurs décisifs comme ce l'était jusqu'à présent. Bon, ça c'est... Deuxièmement, alors donc, ceci veut dire un certain nombre de choses sur lesquelles je vais très vite, de critiques de l'économie conventionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prix vrai, c'est une farce. Madame Lagarde, quand elle parle des prix du marché, qui sont les prix vrais, c'est une farce, c'est une farce. Ce sont des prix régulés, mais régulés par qui? Par les monopoles, à leur profit exclusif. Tous les prix sont toujours régulés. D'autre part, quand on parle de la concurrence transparente, il n'y a plus de concurrence, et encore moins transparente, depuis longtemps. Tout cela est fondé, tout ce discours est fondé sur une thèse dont on peut démontrer qu'elle est fausse, que les marchés, qu'une économie imaginaire, qui n'a rien à voir avec le capitalisme historique, et encore moins le capitalisme contemporain, des monopoles
généralisée, une économie des marchés généralisés, qui est une économie imaginaire, aurait tendance à produire un équilibre par autorégulation, etc., etc. Les deux seules tentatives de vouloir le prouver sérieusement, c'est celle de Walras au XIXe siècle et celle de Sraffa au XXe siècle, ont échoué à le faire. Les deux hommes étaient honnêtes et l'ont reconnu, mais ça n'a rien changé à l'opinion dominante, à la thèse dominante sur laquelle est construite toute l'économie conventionnelle. Bon. La deuxième caractéristique mondialisée, là encore, la mondialisation n'a rien en soi n'est pas une chose nouvelle, de la même manière que les monopoles. Mais le moment actuel est marqué par l'abolition, à travers cette mondialisation, de ce qu'il y a d'essentiel dans la souveraineté des peuples, c'est-à-dire le droit ou la possibilité de choisir le régime social et économique qu'ils pensent, ou que leur classe dirigeante pense convenir. Ce droit est aboli. Et ce n'est pas seulement aboli au niveau européen, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est aboli au niveau mondial, c'est-à-dire que ce droit n'est pas reconnu comme une alternative possible par le capital des monopoles généralisés. Et c'est dans ce sens que cette mondialisation mérite également d'être qualifiée, précisée. Je ne parle jamais de la mondialisation en général, qui est une platitude, mais de cette mondialisation avec cette caractéristique, c'est-à-dire de la soumission également de l'économie à l'échelle mondiale à la ponction de cette rente de monopole qui prend l'allure de super-profit dans le système des prix et revenus qu'on peut constater empiriquement. Bon, la troisième caractéristique, c'est que ce système est financiarisé. Et là aussi, financiarisé ne veut pas dire dominé par les institutions financières, les banques, les assurances, les fonds de pension, etc., et quelques autres, pas du tout. Mais que ces monopoles généralisés sont à la fois agissent à la fois dans la production réelle, disons, et au niveau financier, et qu'ils tirent de plus en plus une part grandissante, et souvent devenue majoritaire, de leurs profits, de la rente des monopoles, d'opérations financières. On donne l'exemple, il y a des statistiques sur la France qui disent qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, le pourcentage des profits qui revenaient aux grandes entreprises industrielles provenant de leurs activités financières était de l'ordre de 3 à 5%, c'est maintenant supérieur à 40%. Il y a des statistiques sur d'autres pays, les États-Unis en particulier, mais également l'Allemagne, la Grande-Bretagne et d'autres, qui montrent que ces proportions sont parfois même supérieures à celles qu'elles sont en France. Alors, il n'y a qu'un capitalisme. Il est financiarisé dans son ensemble. C'est-à-dire, ce sont ces monopoles généralisés qui sont simultanément financiarisés. La logique de cette financiarisation, et c'est ça qui est important, l'objectif, disons, stratégique des dirigeants de ces monopoles généralisés, c'est, on pourrait dire très banalement, le profit maximal avec le taux de profit maximal également. C'est-à-dire une rente de monopole qui, dans leur stratégie, n'a de sens, leur stratégie est réussie dans la mesure où cette rente de monopole grandit d'année en année. Or, c'est-à-dire que c'est un système qui est fondé, et non pas sur l'inégalité sociale, ça c'est une banalité, et nous sommes loin d'avoir dépassé ce stade de la civilisation humaine, mais sur une inégalité grandissante. On ne peut pas prolonger par un exercice
comment ça s'appelle en mathématiques, de projection une inégalité grandissante. Ça n'a pas de sens. À la limite, ça deviendrait ridicule. Il y aurait un individu qui posséderait le monde entier. Bon, c'est une limite, hein. Mais ça n'a pas de sens. Dans ce sens que cette croissance permanente a des taux exponentiels, même si ce taux exponentiel était relativement modeste, en moyenne sur une longue période. C'est la croissance du cancer. Et chacun sait que la croissance exponentielle, la croissance du cancer ne conduit qu'à une chose, c'est fatalement, nécessairement, à la mort. Autrement dit, si dans le système et dans le capitalisme, comme probablement dans d'autres systèmes, mais enfin, je ne veux pas trop généraliser comme dans le capitalisme, cette croissance exponentielle, cette inégalité est nouvelle. Et nouvelle dans ce sens que nous avons connu des longues périodes de déploiement capitaliste caractérisées par une relative stabilité dans la répartition du revenu, et parfois même des améliorations, moins d'inégalités, parfois même. Mais les moments de croissance de l'inégalité n'ont jamais pu être que très courts, parce qu'ils sont intenables. Ils ne sont pas seulement intenables socialement, mais ils sont intenables parce que, et c'est ça le motif central de l'implosion, parce qu'ils rentrent en contradiction, en conflit, avec une autre exigence du système, qui est la croissance du PIB, l'accumulation et la croissance. Ils rentrent en conflit, il y a un conflit. Je ne suis pas des amateurs de la croissance maximale, je suis critique de cette croissance, comme certainement beaucoup d'entre nous. Mais dans la logique du capitalisme, le capitalisme ne peut pas vivre sans croissance. Et par conséquent, ce conflit, la perte de maîtrise de ce conflit entre les exigences de la financiarisation des monopoles généralisés, d'une part, et l'exigence d'une croissance explique la non-viabilité. Sans arrogance, j'ai pensé cela dès le début de ce système. J'ai écrit en 1991, c'est-à-dire tout à fait au début de la mise en place de ce système, que je voyais se mettre en place, qu'il n'était pas viable. On m'a ri au nez, et quand j'ai dit « il implosera » ou « il explosera », peu importe, dans un délai, je n'ai pas de boule de cristal, mais d'une vingtaine d'années, je ne me suis pas trompé de beaucoup. Nous n'étions pas très nombreux, je n'étais pas seul, certainement, mais nous n'étions pas très nombreux à le voir ainsi. C'était le moment, la fin de l'histoire, le socialisme c'est fini, ça appartient au passé définitivement, le capitalisme est triomphant et sous cette forme, il va donner à tout le monde la démocratie, la paix, et je ne sais pas trop quoi, et la prospérité. Alors, si vous voulez, quand vous voyez l'actuel pacte d'austérité supplémentaire dans le cas européen, ne fait que enregistrer l'impossibilité de maîtriser ce conflit et donne porte tout son choix à la financiarisation, fût-ce au prix de pas de croissance, ce qui est une absurdité, je dirais même une stupidité, une sottise. Je viendrai en conclusion peut-être sur ce que j'entends par stupidité et sottise. Je n'entends pas par là simplement un jugement rapide sur l'incohérence des raisonnements. J'entends par là un phénomène politique, disons, et idéologique plus sérieux. Bon, alors, ça c'est l'axe principal, et c'est le sujet, je l'aborde de cette manière dans le premier chapitre, l'axe principal de l'implosion. C'est-à-dire c'est l'implosion de tout ce système. Alors on peut l'appeler, je l'appelle, du capitalisme contemporain. Alors, cette implosion, quand je dis automne du capitalisme, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un régime meurt de sa belle mort facilement. Je veux dire par là simplement qu'il a fait son temps historique, il est obsolète, et que
la nécessité objective, et donc possible, mais seulement possible, pas automatique, d'une alternative cohérente et nécessaire plus que jamais. Alors, cette alternative, ce serait le printemps des peuples. Mais tout à l'heure, je dirai pourquoi je vois l'écart dans le temps persister entre l'accélération des phénomènes d'implosion d'une part et l'insuffisance, je dirais, nos propres insuffisances, l'insuffisance des réponses des peuples, des victimes qui sont les peuples d'une manière très large. Alors, un des chapitres de ce livre que vous avez, pour ceux qui lisent l'anglais, il était paru en anglais avant dans Monthly Review, la revue new-yorkaise, l'implosion du système de l'euro et derrière le système de l'euro, du système européen. Et j'ose le dire, je pense que ce système n'a pas d'avenir et qu'il est non réformable. Que par conséquent, si, et je comprends très bien, que les peuples européens veulent une autre Europe, c'est seulement si cette Europe est réellement déconstruite que les conditions pourraient être créées pour éventuellement en construire une autre. Mais la réforme de cette Europe ne me paraît pas possible, parce que cette Europe a été conçue et est devenue d'une manière de plus en plus marquée, parce qu'elle a été conçue un peu avant, elle n'a pas été conçue hier, en 1990, hein. Elle a été conçue à partir du traité de Rome, 1957, je crois, ou 58, mais est devenue un sous-système du système du capitalisme, des monopoles généralisés, mondialisés et financiarisés. Elle n'est rien d'autre. Et elle a été construite, et surtout dans sa dernière période, les dernières 30 années, en béton armé pour ne pouvoir être que cela, pour empêcher toute mise en cause, même marginale, je dirais, des choix de la logique du déploiement de ce capitalisme des monopoles généralisés, mondialisés et financiarisés. C'est le volet européen du système mondial. Je dirais presque que l'Europe est probablement la région la plus mondialisée des régions du monde, dans ce sens que les États-Unis sont différents de l'Europe, et c'est un des points, parce que c'est un pays et un État, hein, et qu'il n'y a pas d'État européen. Il n'y en a pas qui pourraient se dessiner à l'horizon de l'avenir visible. Et évidemment, également beaucoup plus mondialisé, en dépit des succès en termes de mondialisation apparente des pays émergents, surtout de la Chine, du plus fort d'entre eux. Et c'est la région la plus mondialisée, finalement. Et bon, alors, ce n'est pas un hasard si ce système donne d'une manière caricaturale toutes les caractéristiques de l'implosion plus générale, c'est-à-dire de cette financiarisation, de cette croissance de l'inégalité permanente à un pôle et la stagnation, ou quasi-stagnation, à l'autre pôle, les deux associés. Bon, alors, et ce n'est pas un hasard non plus si cette implosion a commencé par celle de la sous-zone européenne, qui est la zone de l'euro, mais qui est quand même dominante, à part la Grande-Bretagne et la Scandinavie. Elle couvre à peu près toute l'Europe, les 27, pas encore tous les pays de l'Europe de l'Est, mais enfin, ça ne compte pas beaucoup. Bon, pourquoi ? Parce que, pour moi, et j'ai eu l'occasion de le dire à Jacques Delors lui-même, le père de l'euro, à l'époque on l'appelait l'écu, en 1997, je lui ai dit, dans un bavardage, aucun poids auprès de ce monsieur, vous mettez la charrue avant les bœufs, parce qu'il n'est pas nécessaire même d'être marxiste, il suffit d'avoir un peu de bon sens et de sens de l'histoire pour savoir que le capitalisme n'existe pas sans l'État et la monnaie. Et l'État et la monnaie vont ensemble, parce que l'État et la monnaie sont le seul moyen de
donner la dominance aux intérêts collectifs du capital sur les intérêts particuliers des capitaux. C'est-à-dire, si vous voulez l'appeler régulation, je veux bien, ça passe par l'État, même si l'État a d'autres dimensions également. La lutte de classe peut lui donner une autre dimension de compromis historique entre le capital et le travail, par exemple. Mais ça, bon, indépendamment de cela, l'État a cette fonction. Et la monnaie a cette fonction. Il n'y a donc pas de monnaie sans État. Et comme il n'y a pas d'État européen, parce qu'il n'y a pas de légitimité culturelle et politique qui dépasse éventuellement la légitimité nationale, c'est-à-dire de l'État tel qu'il est. Hein. Bon. Et comme il n'y a pas et il n'y aura pas, parce qu'il n'y a pas cette légitimité, vous mettez la charrue avant les bœufs. Vous créez une monnaie commune alors qu'il n'y a pas d'État commun, ça ne marchera pas. Et je dis ça ne marcherait que s'il y a un miracle, qui est que les Européens créent cet État, ce qui ne me paraît pas relever d'autre chose que du miracle, parce qu'il n'y a aucune condition objective qui le permette. Et il m'a répondu, le miracle aura lieu. Bon, le miracle n'a pas lieu, et le système implose. Alors, je parlais tout à l'heure de sottise, je vais en donner la caricature, parce que dans une polémique, on m'a dit le capitalisme est toujours inégal, ce qui est une banalité vraie. Oui, mais vouloir appliquer les mêmes règles de politique économique à l'Allemagne et au Monténégro, c'est une sottise, simplement. On ne peut pas essayer de la qualifier autrement, de chercher en quoi ça pourrait être possible. C'est tellement évident, il n'y a même pas besoin de réfléchir beaucoup pour le voir, évidemment. Alors, cette implosion, et vous allez le voir, ça je parie, hein, ce que vous voulez, des bouteilles de champagne si vous voulez, pas des milliards, je ne les ai pas, et vous non plus si vous perdiez, probablement. Donc, tous les remèdes, depuis 2 ans au moins, ou presque plus de 2 ans peut-être maintenant, on nous annonce tous les 3 mois qu'on sort du tunnel, hein, et on rentre davantage dans le tunnel. Pourquoi ? Parce que cette contradiction, ce conflit non maîtrisé, conduit à quoi ? Conduit à ce que l'austérité en question empêche d'atteindre les objectifs qui sont ceux que se donnent les pouvoirs, c'est-à-dire la réduction du déficit public et la réduction de la dette publique. Et comme on peut le constater, au cours des 5 dernières années, pour ne pas parler de la période antérieure, les déficits publics n'ont pas pu être réduits, et même quand ils ont été réduits, la dette publique, elle, a augmenté. Alors, comment des hommes politiques, il y a des femmes politiques également, mais c'est surtout des hommes, peuvent être stupides au point de ne pas le voir? Je crois qu'ils le voient, et je crois que s'ils l'acceptent, c'est parce qu'ils le veulent. C'est parce que pour maintenir la financiarisation, on a besoin d'une dette grandissante. La dette grandissante est le moyen pour le capital financiarisé de trouver des débouchés dans cette dette publique. Par conséquent, il y a là, peut-être chez certains hommes politiques qui seraient intelligents, un mensonge, mais je crois qu'il y a chez la plupart une simple absurdité. Alors, cependant, je vais dire, alors, on peut voir les dernières mesures prises en septembre, hein, après l'élection de Hollande en France. Toutes les mesures qui sont prises dans la logique du respect intégral de cette financiarisation. C'est-à-dire, on dit oui, on va venir au secours de la Grèce et éventuellement de l'Espagne par un fonds de solidarité qui va prêter aux banques à 0% ou presque, lesquelles banques vont prêter
vont souscrire à des emprunts publics à 7% peut-être, donc faire des super profits, des rentes de monopole, là, hein. Ça, c'est une rente de monopole. Ça, quand on vous donne de l'argent à 0% en vous autorisant de le prêter à 7%, c'est pas de la concurrence transparente, hein. Et c'est pas les prix vrais, ça n'a pas de sens. Tous ces mots-là n'ont rigoureusement aucun sens. C'est de la rente de monopole. Et c'est la logique du système. Alors, parce que ces mesures sont conçues dans cet esprit, c'est-à-dire, oui, elles sont accompagnées de l'austérité grandissante, au-delà même de savoir si elle sera tolérée socialement et donc politiquement par les peuples en révolte. Je pense notamment à la Grèce, l'Espagne et le Portugal qui sont au premier rang, mais les autres aussi viennent derrière. Au-delà même de cela, c'est non viable. Ce n'est pas viable. Et ce système est en voie d'implosion. Le fait qu'il reste enfermé dans son béton armé et que ne veut pas dire qu'il n'implose pas. Mais alors, j'ai dessiné dans ce livre volontairement ce à quoi cette logique d'implosion conduirait, et c'est pas très joli. C'est pas très joli du tout. Je vous le résume. Une zone marque, qui pourra peut-être continuer à s'appeler zone euro ou euro préférentiel ou je ne sais trop quoi, avec l'Allemagne, ces semi-colonies de l'Europe de l'Est, déjà, le protectorat de Bohème-Moravie, les barons baltes, la Hongrie de Horthy, on l'a déjà en place, etc. Le système étant accepté, mais sans être accompagné d'arrogance, comme à l'égard de l'Europe de l'Est, en Scandinavie, aux Pays-Bas, peut-être en Belgique si elle existe, et puis deux pays marginalisés trop isolés, la France et la Grande-Bretagne, on pourrait ajouter la Russie, avec une France, je dis, Vichy ou De Gaulle. Bon, et avec une Grande-Bretagne qui déjà n'est pas seulement eurosceptique, mais est de plus en plus atlantique et de moins en moins intéressée à prendre des responsabilités sur le terrain de cette Europe en implosion. Et puis une Europe du Sud hésitante, Espagne et Italie, pour leurs alliances extérieures, Londres ou Berlin. Eh bien, ça ne vous rappelle pas quelque chose, ce tableau? Ben, c'est les années 30. Et c'est ça ce qui se dessine réellement. Ça prendra d'autres formes juridiques, institutionnelles, ça ne sera pas dit sous cette forme. Mais on va vers cela. Ce n'est pas une très belle situation. Alors, quand on dit « mieux vaut l'Europe », elle est mauvaise, mais mieux vaut l'Europe que pas d'Europe, parce que c'est ça, le pas d'Europe. Mais c'est ça où on va, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est ça la logique de ce système. Et par conséquent, nous, comme militants, nous devons nous poser la question, que faire devant la réalité? Et non pas comment nous mettre notre tête dans le sable pour ne pas voir la réalité en disant « nous espérons bien que ça ne se passera pas comme ça ». Bon, bien. Alors, mais ça, c'est le volet principal, l'implosion et le sous-système européen, disons. Mais il y a d'autres dimensions à l'implosion du système, alors dans sa dimension globalisée. Tout à l'heure, je disais, l'Europe est plus globalisée ou mondialisée que ne le sont d'autres régions. Les pays émergents, et surtout le pays émergent, bon, les pays émergents sont dans un conflit qui va grandir avec la logique de la mondialisation. Parce que les pays émergents ont un projet de développement. Je ne donne pas de qualification pour le moment. Cette qualification a son importance, capitaliste ou socialiste, elle n'est pas socialiste, mais ce n'est pas là le centre du débat. Ils ont un projet, appelons-le, national. Dans les pays qui ont avancé dans cette émergence avec le plus de succès et de force, il y en a un qui est socialiste à l'origine, c'est-à-dire issu d'une révolution tout de même à ambition socialiste, qui est la Chine,
et peut-être, et ce ne serait pas étonnant que ça se coagule ainsi au Vietnam, et puis deux qui ne le sont pas du tout, qui sont la Corée et Taïwan. Bon. Alors, ce que je dis à ce sujet est la chose suivante. Le premier moment de cette émergence, les années 90 et jusqu'à 2005 peut-être, une quinzaine d'années, ont été des années très, très faciles parce que, précisément, sur la base des transformations structurelles, y compris politiques, de la solidité de leur système, pas seulement du système étatique, voire même policier, mais du système économique et social et idéologique, ils ont pu bénéficier facilement d'une insertion dans la mondialisation. Mais le conflit se dessine de plus en plus violent. Ce conflit porte sur ce que j'ai appelé les 5 monopoles. Le terme monopole est malvenu parce qu'on peut le confondre avec les 5 avantages, disons, des centres historiques de ce que j'appelle la triade impérialiste États-Unis, Europe occidentale et centrale, je devrais dire, pas l'Europe de l'Est, hein, et Japon, sur l'accès, la capacité de développer par eux-mêmes des technologies. Je veux dire des technologies avec une montée dans la hiérarchie. Ça, la Chine en donne la preuve. Et c'est très grave pour le maintien de cette dimension rente de monopole à travers le contrôle des technologies. C'est très grave. Deuxièmement, l'accès aux ressources naturelles de la planète. C'est très grave également que ces pays émergents puissent avoir l'accès, le négocier, le conquérir, l'obtenir, peu importe, hein, alors que ces ressources doivent être réservées exclusivement au maintien des formes opulentes de vie de l'Occident, c'est-à-dire des États-Unis, Europe et Japon. Bon. Le conflit sur l'accès, ce que l'on appelle le marché monétaire et financier mondialisé, c'est un marché des monopoles. C'est-à-dire que la caractéristique de ce marché, c'est que l'accès à ce marché est réservé exclusivement aux monopoles. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un emprunt modeste, hein, pour construire votre maison, bien, vous n'avez pas accès à ce marché. Vous obtenez ce prêt auprès d'une banque qui, elle, a accès au marché financier et monétaire et financier mondialisé. Vous n'y avez pas accès directement. Quelques joueurs spéculateurs en bourse peuvent le penser, mais c'est rien. Hein. Ça n'a aucun poids. Bon, et cet accès, ces pays se soustrait de plus en plus. Je ne dirais pas se soustrait intégralement, se soustrait de plus en plus. Il y a même la caricature en sens inverse. Ils sont fournisseurs de fonds à l'excédent chinois, fournisseurs de fonds, mais avec tous les moyens politiques que leur donne cette position, et non demandeurs sur ce marché. Ce qui leur donne une marge d'indépendance que la France, par exemple, ou les pays européens n'ont absolument pas. Absolument pas. Alors, l'autre point aussi d'avantage, c'est le monopole des armements de destruction massive, nucléaire et autres, hein, qui est un monopole auquel les États-Unis et leurs alliés subalternes de l'OTAN tiennent beaucoup, et qui n'est pas menacé par des pays secondaires, je dirais, comme l'Iran, mais qui est menacé par des pays plus importants comme la Russie ou la Chine, et peut-être quelques autres, et l'Inde, et peut-être quelques autres aussi, et est inacceptable. C'est-à-dire parce que cet argument en dernier ressort, ce système de monopole généralisé ne peut maintenir sa dimension mondialisée qu'à travers la guerre permanente, ou la menace de guerre permanente. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas gentil, on vous bombarde. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. L'Irak en est le plus bel exemple. Alors, nous avons donc
je dis à ce propos que ce conflit est appelé à s'aiguiser, et dans l'avenir, lui, très proche, précisément parce que la période, une quinzaine d'années, de croissance facile dans le cadre, indépendamment des avancées faites sur les domaines de grignoter sur les avantages que je viens de citer, ne peut pas se poursuivre. C'est le discours à l'heure actuelle concernant la Chine. Et la Chine, et on va voir dans quelle mesure, mais je suis sur ce plan, je suis optimiste, va être contrainte et donc faire, parce que à l'inverse des autres, ils ne sont pas sots, un réajustement vers le marché interne et par conséquent une plus grande marge d'autonomie sur le marché mondial. Je ne dis pas sortir du marché mondial, mais une plus grande marge d'autonomie et donc éventuellement de capacité de mettre en déroute les avantages que j'ai signalés de l'impérialisme collectif de la triade par leur réajustement. Alors nous avons d'autres pays émergents, la Chine, la Corée, Taïwan, éventuellement le Vietnam, ne sont pas les seuls. On parle beaucoup de l'Inde, du Brésil, donc deux géants. On parle beaucoup aussi, ou peut-être moins, mais quand même, de la Malaisie, de l'Afrique du Sud et d'autres ici et là, pays émergents. Je ne prends pas le discours de la Banque mondiale qui décerne le brevet d'émergence à tout le monde. L'Égypte est émergente, paraît-il. Pour moi, elle est dans une mouise grandissante, et c'est tout. Mais enfin bon, tout le monde est émergent d'après la Banque mondiale. Hein. Mais ça, c'est les autres. Je dis que ce sont des semi-émergents, dans ce sens que, et pour des raisons, je laisse de côté la discussion sur Taïwan et la Corée, parce il faudrait conduire une discussion politique approfondie sur l'histoire, y compris géopolitique, du monde moderne, mais parce qu'ils n'ont pas passé par une grande révolution socialiste, comme la Chine, qui a créé les bases du succès du capitalisme, peut-être, hein, mais d'un capitalisme qui est contraint, ou qui pourrait être contraint à évoluer d'une manière un peu différente, ou très différente. Alors, de ce fait, nous avons des projets. Dans le cas de la Chine, il y a un projet de développement et un projet d'État. Hein. C'est pas le produit spontané des investissements de capitaux privés. C'est un projet d'État dans lequel les investissements de capitaux privés, y compris étrangers, trouvent leur place, mais sous contrôle. Un contrôle n'est jamais parfait dans ses résultats, et il comporte toujours des dangers. Mais enfin, nous n'avons pas du tout cela dans les autres pays, parce que nous avons une classe dirigeante qui est d'une nature très différente, dont l'histoire, dont la formation historique est très différente, et par conséquent, nous avons des éléments d'émergence, c'est-à-dire des éléments de projet national de développement, en Inde, au Brésil notamment, je prends les deux plus gros, avec un certain degré d'autonomie, et voire même de ce fait de capacité offensive dans le système mondial. On le voit avec la sidérurgie, par exemple, indienne, etc. Bon, on peut donner des exemples très concrets, mais qui est accompagné par, et c'est le point auquel je viendrai tout à l'heure, un lumpen développement pour les grandes masses populaires. Dans le cas de la Chine, il y a inégalité grandissante, mais pas pauvreté grandissante. Inégalité grandissante avec une minorité respectable, c'est-à-dire large, les classes moyennes ou les couches moyennes, qui est bénéficiaire principale, une petite minorité qui est super bénéficiaire, les nouveaux milliardaires, mais une majorité qui n'est pas perdante, dont le revenu moyen per capita et la répartition n'est pas en voie de dégradation, mais s'améliore, lentement, mais s'améliore. Dans le cas de l'Inde, nous avons une inégalité accompagnée par l'appauvrissement de la majorité,
notamment paysanne, rurale, disons. Bon, ça, c'est un autre modèle. Et dans le cas du Brésil, nous ne sommes pas loin de l'avoir également, et nous pourrions multiplier les exemples. Dans le cas de l'Afrique du Sud, c'est encore plus visible, à mon avis. Donc, dire que si la Chine, la Corée et Taïwan sont des pays émergents à 100%, on pourrait mettre des notes et dire l'Inde à 50%, le Brésil à 30% et l'Afrique du Sud à 15% peut-être. Je ne sais pas comment on les mesurerait, mais enfin, simplement pour vous dire qu'il faut qualifier. Alors, ce lumpen développement, c'est quoi? La logique de cette mondialisation, de ce capital des monopoles généralisés, financiarisés et mondialisés, la logique de cette mondialisation, c'est que pour des zones énormes de la planète, la seule fonction, c'est d'être une source de ressources naturelles destinée à être pillée pour le bénéfice exclusif de la triade impérialiste historique. C'est leur seule fonction. C'est la fonction de l'Afrique et du monde arabe. Bon, que certains de ces pays soient riches, et même parfois immensément riches avec le pétrole, ne leur donne aucun poids réel dans le système, hein, ou qu'ils soient terriblement pauvres, comme la Somalie ou les pays du Sahel, ce sont des pays qui ne sont pas des acteurs actifs dans cette mondialisation. Et ils ne sont pas des acteurs qui remettent en question cette mondialisation. Ils sont, de gré ou de force, ils acceptent, ils sont contraints, mais c'est le fait d'en accepter toutes les conditions. D'en accepter toutes les conditions, ce qui est par exemple pour l'Afrique de remettre toujours à un avenir invisible, tellement il est lointain, l'entrée dans l'industrialisation, qui est incontournable de tout développement digne de ce nom. Hein. Et quel que soit le sens, on pourrait discuter longuement, évidemment, sur quelle industrialisation, etc., etc. Mais là n'est pas le problème d'être exclusivement des régions d'accès au... regardez un pays comme le Niger, avec l'uranium, troisième exportateur mondial d'uranium. Ce pays est 150e, ou je ne sais pas, dans la liste des pays pauvres le plus bas possible. Et sa paupérisation est entretenue par l'aide généreuse de la communauté européenne, entre autres, et de la Banque mondiale. Pour qu'il reste simplement le producteur d'uranium pour les autres. Et qu'il n'ait aucune capacité sociale et politique de développer un projet qui risquerait de menacer partiellement au moins cette vocation qui lui est donnée d'être une région destinée à être pillée. Ce qui se passe dans le nord du Mali, favorisé par la décomposition de la Libye, qui était l'objectif de la guerre contre Kadhafi, rentre dans cette logique, c'est-à-dire que c'est l'Africa Command des États-Unis, le volet américain, le volet états-unien du moyen militaire nécessaire au maintien de la mondialisation, qui trouve un terrain favorable et qui, sous prétexte qui est une réalité, hélas, hein, de la sécession du Nord Mali, veut s'installer militairement définitivement dans la région. Bon, alors nous avons ce lumpen développement. Il a caractérisé tous les États arabes quand la page du nationalisme ou du projet, qui était un projet national de développement capitaliste, même si c'est auto-qualifié de socialiste, qu'a été celui du nasserisme, du Baas d'autrefois, de l'Algérie de Boumedienne, et même, je dirais, dans une forme un peu différente de la Tunisie de Bourguiba. Bon, cette première vague qui a été concomitante avec la social-démocratie en Occident et le socialisme réellement existant
en URSS et en Chine. Les trois se sont essoufflés en même temps, hein, érodés, essoufflés et effondrés en même temps. C'est pas seulement le système soviétique qui s'est effondré, c'est aussi la social-démocratie devenue social-libéralisme, c'est aussi les régimes nationaux populaires devenus simplement des régimes policiers, fondés sur C'est un processus de paupérisation continue. Mais ce processus de paupérisation continue, lui aussi, est inacceptable. Et en tout cas, il est jugé comme inacceptable par les peuples concernés. La preuve, je ne parle pas de révolution, mais c'est que de gigantesques mouvements. C'est l'Amérique latine qui a commencé. Et ce n'est pas un hasard si c'est dans des pays beaucoup plus marginaux, comme la Bolivie, l'Équateur, le Venezuela avec une richesse pétrolière, mais sans économie, sans système productif construit, que ces premières avancées se sont imposées. Et puis on a la vague arabe. Bon, je ne veux pas rentrer dans son détail. J'ai un papier, je n'en parle pas ici, mais dans un autre livre, je ne sais pas, oui, Le monde arabe dans la longue durée, hein, le printemps arabe, point d'interrogation, dans le premier chapitre qui est sur la révolution, ou les révolutions, entre guillemets, peu importe, arabes, j'en parle d'une manière plus détaillée. J'étais au Caire il y a 2 semaines, et j'étais pendant un mois et demi au Caire, et il y avait des manifestations. C'est très amusant. Aujourd'hui, on parle dans la presse, Le Monde d'aujourd'hui, d'une manifestation de frères musulmans de quelques milliers, mais ils n'ont pas parlé, il y a 2 semaines, d'une manifestation à laquelle j'ai assisté, à l'appel de partis socialistes et communistes. Bon, des partis dont on rigole. Oh, 3500 membres. 600 000 manifestants venus dans la journée même, au Caire seulement, et dans toutes les villes, à l'appel de ces partis de la gauche. Hein? Bon, avec comme thème, que j'ai trouvé très beau, 3 thèmes. L'un, c'est abat la dictature du Mourchid. Le Mourchid, c'est le Mourchid, ça veut dire fureur, hein, en arabe, des frères musulmans. C'est pas par hasard qu'ils ont choisi ce nom. Ce nom a été... C'est le Duce, plutôt, qui les a inspirés en 1930. Bon. L'autre mot d'ordre, c'était... la révolution n'a rien changé au régime, mais elle a changé le peuple. Et ça, c'est très important. Hein, c'est très important. Et bon, alors, nous avons donc ça. Je veux maintenant venir à m'approcher de la conclusion. Bon, ce que nous voyons, alors ne nous gorgeons pas, ne nous réjouissons pas trop vite. Ce que nous voyons, c'est que, bien sûr, il y a des luttes, et ces luttes sont en développement, elles se déploient de plus en plus. Peut-être elles se radicalisent par-ci, par-là, partiellement. Mais elles restent non seulement émiettées, mais également, et c'est ça qui est mon point central de critique, sur la défensive. C'est-à-dire que nous ne sommes pas parvenus jusqu'à présent, ni en France, ni en Égypte, ni au Brésil, ni même en Bolivie, à retirer l'initiative, à prendre l'initiative et à placer l'adversaire, lui, sur la défensive. C'est l'adversaire, c'est le capital des monopoles généralisés, mondialisés et financiarisés qui a toujours l'initiative. Et les mouvements sont des mouvements de résistance, de réponse, et non pas des mouvements d'alternative positive. C'est-à-dire de révolution, je préfère le terme d'avancée révolutionnaire, qui est moins prétentieux dans les résultats qu'on peut en attendre, mais d'avancée révolutionnaire, et non pas du tout simplement de défensive. Cet écart, c'est le plus du tiers de mon livre est consacré à l'alternative, que j'ose appeler l'alternative socialiste. C'est-à-dire à
À quelles conditions? Ben, je ne donne pas des leçons au monde entier en disant voilà le blueprint, voilà la recette. Non, à quelles conditions, en prenant toutes les facettes du problème, économique, mais social, politique, idéologique, culturel, les mouvements en lutte peuvent passer à l'offensive. Il faut pour cela une renaissance, une renaissance. Ces noyaux existent partout, hein, mais une renaissance comme une force importante qui pourrait devenir décisive de la gauche radicale. Bon, sans cette force, ce n'est pas les mouvements par eux-mêmes, et contrairement à toute l'idéologie du mouvement, de la transformation par sans conscience, sans lucidité, sans stratégie, sans objectif stratégique, que l'on pourrait avancer. C'est de l'audace, c'est le terme que j'utilise, mais j'essaye de concrétiser ce de l'audace en donnant justement, je pourrais presque terminer là-dessus, en prenant le cas de l'agriculture. Alors, pensez à une politique, en France par exemple, où on nationaliserait, comme première étape pour les socialiser, tous les monopoles, c'est-à-dire d'énormes choses. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Hein. Bon, pas même du Parti communiste, je crois. Hélas. Hein. Bon. Et à ce moment-là, on pourrait, à la place de ces faux prix de monopole pour les produits agricoles, avoir, je l'appelle un directoire, composé par des associations de paysans, les producteurs, les représentants des industries et des banques en amont, les représentants nationalisés, mais ils deviendraient socialisés à ce moment-là, en aval, des chaînes de commercialisation, qui négocieraient. Là, c'est une négociation sociale, et c'est aussi un prix, les prix. Et ces prix ne sont pas moins vrais que les prix régulés pour la maximisation des rentes de monopole. Ils sont tout aussi vrais, et ce seraient les prix de rapport social entre consommateurs, producteurs, producteurs d'input, organisateurs de la commercialisation, etc. On peut penser à des choses comme ça à l'échelle et d'une façon très concrète. Je viens de travailler en Égypte sur des projets très concrets concernant l'Égypte. Ce n'est pas du tout du même genre, mais je crois que partout au monde, on doit y penser de cette manière. Non pas en technocrate, mais à la fois avec des capacités d'analyse, y compris de mesures quantitatives, mais politiques également, c'est-à-dire d'amener les forces sociales, les composants sociaux, à eux en discuter, pas nous pour eux, hein, ou nous, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Alors, c'est ça l'alternative. Bon, alors notre période, et je conclue par ça, pourquoi tant de sottises de la part des pouvoirs en place et, hélas, de la part d'une bonne partie des forces qui se prétendent, surtout au niveau politique, des petites alternatives, des semi-alternatives, appelez-les comme vous voulez. Pourquoi tant de sottises? Alors là, mon explication n'est pas, encore une fois, c'est pas que les êtres humains de notre époque sont plus idiots que les générations antérieures. Je ne le crois pas du tout. C'est tout simplement que lorsque, dans une société, il y a un certain équilibre entre les forces adverses, à travers la lutte des classes, eh bien, les politiciens, si on les appelle ainsi, sont contraints d'être intelligents. Face à une social-démocratie vraie et forte, le capital était contraint d'être intelligent. Et les sociodémocrates étaient contraints de l'être s'ils voulaient avancer. Et ils l'ont été. Mais quand vous avez un déséquilibre, quand cette phase, cette vague est terminée, et que donc les forces qui ont représenté l'adversaire, enfin le concurrent, sont affaiblies, et que le déséquilibre est total en faveur en l'occurrence du capital, et cette fois du capital des monopoles. Alors c'est une prime à l'imbécilité, c'est une prime à la sottise. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Et alors, il y a les discours idéologiques d'accompagnement.
c'est la fin de l'histoire, c'est des âneries. Hein. Ce système va produire la paix, la démocratie, le bien-être, il produit le contraire, mais ça fait rien. Ça, c'est bon, c'est parce qu'il y a d'autres éléments qui interviennent et qui sont à l'origine de l'échec, ou enfin à l'origine de ces phénomènes négatifs, etc., etc. Et à ce moment-là, c'est une prime à la sottise. Et malheureusement, et comme toujours dans l'histoire, nous ne sommes pas vaccinés. Nous, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous, peut-être, qui aimerions bien contribuer au renforcement de la gauche radicale. Nous ne sommes pas non plus vaccinés contre la sottise c'était le thème que j'avais utilisé d'une façon un peu polémique, le virus libéral. Hein. C'est un virus. Hein. Et comme j'avais commencé par la fameuse fable de La Fontaine, hein, tous en furent frappés, mais tous n'en sont pas morts. Bon, on m'a accusé de plagiat de La Fontaine, ça m'a beaucoup amusé. Je croyais que La Fontaine était suffisamment connue pour ne pas avoir besoin d'expliciter la référence. Bon, ce virus nous frappe tous, et il frappe la gauche radicale, j'espère, moins. Et je pense que nous sommes quand même capables de nous débarrasser de ce virus, ce que peut-être d'autres auront plus de difficultés à faire. Bon, je peux m'arrêter là pour qu'on ait un moment de discussion, en m'excusant d'avoir peut-être soulevé trop de problèmes pour une discussion. J'espère que ça vous donnera l'envie de lire ce livre. Bien, merci. Là, je ne sais pas exactement ce que sera la journée du 14 novembre. Toute forme de manifestation, moi, m'est sympathique par définition. Mais avec quel mot d'ordre? Des illusions? Nous voulons une autre Europe? Bon, nous voulons une autre Europe, c'est sympathique. Bon, mais est-ce qu'elle est... Comment y parvenir? Est-ce qu'on croit à la possibilité de réforme de cette Europe? Je reviendrai, parce que c'est la dernière question. Bon, de même, dans ce cadre, le mot d'ordre États-Unis socialistes européens, c'est un mot d'ordre pour l'an 3000 peut-être, hein, je ne sais pas. C'est une perspective, on peut avoir cette perspective. Nous sommes internationalistes, et nous voulons même voir à l'échelle mondiale des États-Unis du monde entier, hein, des États qui ne soient plus des États concurrents, mais des États unis, et sur la base probablement, à ce moment-là, du socialisme, c'est-à-dire un niveau plus élevé de civilisation. Ce n'est pas seulement un niveau plus élevé de développement des forces productives, hein, d'ajustement des rapports sociaux à ce niveau plus élevé des forces productives, c'est véritablement une autre civilisation. Mais est-ce que ce n'est pas toujours très dangereux, parce que ça nourrit des illusions faciles, que de dire, moi je dirais, je suis communiste et je le reste, le communisme est la seule perspective. Hein. Bon, mais je ne crois pas que le dire nous fasse avancer. Nous ne pouvons avancer qu'à la condition d'avoir des stratégies de phase avec des objectifs communs, prenant en compte la diversité des intérêts, peut-être même la conflictualité des intérêts, avec des objectifs, néanmoins des objectifs communs. C'est ce que le Forum mondial des alternatives, pas moi, mais il y a d'autres gens, heureusement, ont qualifié la construction de la convergence dans la diversité, ou avec la diversité, comme vous voulez. Alors, maintenant, concernant la classe ouvrière, c'est un énorme chapitre à étudier. Il est étudié, mais jamais suffisamment. Je dis que nous vivons une période très curieuse. Le prolétariat, au sens où ceux qui ont mon âge se souviennent, les plus jeunes diraient c'est de l'Antiquité, a existé dans l'après-deuxième guerre mondiale, disons, le grand prolétariat des grandes usines avec concentration par dizaines de milliers ou milliers sur le même lieu de travail, etc., etc., disparaît et réduit en nombre relatif dans les centres
mais il augmente fortement dans les périphéries émergentes ou semi-émergentes. Au moment où ce prolétariat disparaît, la prolétarisation se généralise. C'est un paradoxe. Je dis qu'à l'heure actuelle, dans les pays du centre avec 90 ou 95% de salariés, sur lesquels ce n'est pas encore tout à fait nous les 99% de New York, le pourcentage est peut-être forcé, mais nous les 85% ne seraient pas forcés. 85%, ce n'est pas une minorité. Nous les prolétaires, nous sommes les 85% ou les 75%. Bon, et ça, c'est une forme nouvelle avec évidemment segmentation plus grande de ce prolétariat généralisé, différenciation et segmentation beaucoup plus grande. Et entre autres, la dimension hommes et femmes, la dimension immigrés, la dimension, etc. Mais ce ne sont pas les seules dimensions. Il y a également toutes sortes de formes. Ce sont des stratégies du capital. Ce ne sont pas des phénomènes dictés par la logique exclusive du développement des forces productives. On pourrait les penser à une autre organisation sociale tenant compte et soutenant le développement des forces productives. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, le terme contrôle ouvrier ne me gêne pas du tout, hein, mais je ne crois pas qu'il faille en faire l'autogestion, le contrôle ouvrier, la propriété ouvrière, etc., en faire en anglais on dit un blueprint, une recette toute prête, parce que le modèle que j'ai donné du directoire, qui pourrait s'appliquer également à des branches d'industrie tout entières, implique la prise en compte de formes et d'institutionnaliser des formes de négociation à l'intérieur de ce prolétariat généralisé qui permettent d'avoir des réponses plus précises. Bon, alors, l'accumulation périphérique, je ne crois pas que ma thèse soit... Je ne reviens pas sur ma thèse. Ma thèse n'est pas un dogme, c'est-à-dire les formes de l'accumulation et au centre et à la périphérie et à l'échelle globale ne sont pas des réalités révélées et immuables sans changement à travers le temps. Non, elles se transforment avec l'évolution du capitalisme, des luttes de classe, des luttes nationales, mais elles restent fondamentales. Et elles ne se mesurent pas en quantité. L'accumulation à la périphérie n'est pas... toutes les tentatives, notamment de pas mal d'économistes et de gens que j'aime bien, pas des économistes conventionnels, de mesurer en termes quantitatifs l'importance relative de l'accumulation à la périphérie par rapport à l'accumulation au centre, n'est pas la question. C'est la logique de cette accumulation. La logique de l'accumulation à la périphérie, c'est d'intégrer cette périphérie dans les exigences de l'accumulation au centre. C'est donc une logique différente, une logique non autonome, par opposition à un projet national. Que ce projet national soit capitaliste, comme il l'a été pour les pays de l'époque nationale populaire dans Bandung, l'ère de Bandung, ou qu'il soit socialiste, ou qu'il soit un mélange des deux, ou qu'il soit socialiste devenant capitaliste, peu importe. Hein. On ne peut pas dire que l'Union soviétique n'avait pas de projet, que la Chine n'a pas de projet, etc. Et à ce moment-là, ce projet, lui, entre en conflit avec la logique de l'accumulation à l'échelle mondiale, dans ses centres et dans ses périphéries. La logique dans les périphéries étant de soumettre l'accumulation dans ces périphéries à la logique. Alors cette accumulation dans les périphéries, elle a été l'accès aux ressources naturelles. Pour l'Afrique, elle reste presque exclusivement cela. Hein. Elle peut être la participation, alors, ou la participation au projet industriel national. C'est très curieux. Les capitaux étrangers
j'ai sorti l'argument en Égypte, parce que cet argument est un argument de polémique de la droite et du gouvernement des frères musulmans, comme de la droite précédente. C'est si on fait ça, il n'y aura plus de capitaux étrangers. Je leur réponds, mais les capitaux étrangers ne sont pas venus chez nous. Précisément parce qu'on n'avait pas de projet national. Si vous n'avez pas de projet national, il n'y a pas de capitaux qui viennent. Ou ils viennent simplement pour rafler, pour piller des ressources naturelles, si vous en avez, ou pour rafler un coût financier, comme on avait vu en Asie du Sud-Est, en Indonésie, en 1997 ou 98, je crois. Bon, et c'est tout. C'est là, le paradoxe. C'est dans un pays où il y a des règles, il y a un projet national, et il y a un pouvoir, que le capital vient. Et il accepte à ce moment-là de s'y conformer. Il essaye de tricher, tout le monde essaye de tricher, etc. Bon, mais alors, à ce moment, c'est de cette manière qu'il faut voir le rapport conflictuel entre l'accumulation au centre et à la périphérie, et pas en termes de quantité. Alors, parce que le volume des investissements à la périphérie a relativement diminué en proportion par rapport aux investissements au centre, alors la thèse devient fausse. Non, nous sommes dans une phase où la logique continue à être la même, mais les conditions de fonctionnement du système font opérer cette logique dans des cadres qui changent d'un moment à l'autre. Alors, l'émergence... Pour les États-Unis, c'est clair depuis le début que l'adversaire réel, principal, c'est la Chine. Et ce n'est pas un adversaire en termes de compétition économique sur les marchés. C'est un adversaire parce qu'elle remet en cause, dans son développement, les avantages décisifs qui permettent le maintien du système mondialisé tel qu'il est, et au bénéfice, entre autres, des États-Unis, chef de file de la triade. C'était très clair. Un rapport signé par Clinton, donc 1995, je ne sais pas, quelque chose comme ça, hein. Clinton, pas Bush, hein, envisageait froidement la guerre contre la Chine, et une guerre atomique, avec 600 millions. Et comme Ellsberg, qui a révélé ces documents, parce que les documents secrets aux États-Unis, c'est un petit avantage, ce sont un peu des secrets de Polichinelle. Et comme Ellsberg se trouve être juif, c'est lui qui a écrit, entre parenthèses, sans Holocauste. Bon, froidement. Et pour moi, mais je ne suis pas le seul, la guerre au Moyen-Orient, l'installation des États-Unis au Moyen-Orient, et notamment à partir de la guerre, de la destruction de l'Irak et de l'installation militaire des États-Unis au Moyen-Orient, elle vise la Chine, éventuellement la Russie, qui peut redevenir aussi un pays émergent. L'Inde n'est pas très menaçante, mais si elle le devenait aussi. Donc, mais la Chine, sûre. Et les Chinois l'ont compris ainsi. J'en ai discuté à l'époque à Pékin, à l'école du parti, et je n'ai pas été surpris que l'unanimité des Chinois, même ceux dont les options sur d'autres plans n'étaient pas très brillantes, n'avaient pas ma sympathie tout au moins, étaient absolument... Bon. Et vous savez qu'il y a eu un débat dans l'establishment américain, doit-on faire la guerre maintenant? C'était il y a 15 ans. Ou pas. Parce que dans 15 ans, ce sera trop tard. Alors j'espère que c'est trop tard, mais je n'en suis pas persuadé. Bon. C'est ça la logique, disons, de la militarisation de la mondialisation. Bon, c'est pas tout simplement, c'est aussi, par la même occasion, bon, il y a les choses relativement faciles, mais elles ne donnent aucun résultat. Hein. On a, bon, je ne suis pas un défenseur de Gbagbo contre Ouattara, mais le régime conduisait à un éclatement du pays, une guerre civile. L'intervention française a permis de mettre en place un gouvernement de fonctionnaires à la solde de Paris et de Washington, je dirais de Washington et de Paris, mais il n'y a aucune stabilité. Bon, ça c'est les petits cas. Hein.
Mais le cas principal, c'est la Grande Guerre. Bon, maintenant, ce que vous avez dit, paupérisation dans les centres, pour moi c'est évident aussi, hein. Et je ne dirais pas que c'est une bonne chose, mais c'est créer des conditions objectives pour un peu une renaissance de ce qui manque le plus, l'internationalisme. Je ne dirais pas nécessairement prolétariat, je dirais l'internationalisme des classes ouvrières et des peuples. Parce que les victimes ne sont pas seulement à la périphérie. Comme à certains moments de l'histoire, ils ont pu l'être. Ou tellement principalement à la périphérie que ça ne paraissait pas. Il y a maintenant un terrain objectif. Et c'est la raison. Maintenant, votre deuxième observation, j'y souscris également. La réalité, aujourd'hui, c'est les groupes financiers. Je crois que les travaux de François Morin, qui a été un de vos collègues antérieurs à la Banque de France, hein, sont sur ce plan très... Il est maintenant à Toulouse, hein, à l'Université de Toulouse, sont très instructifs là-dessus, parce qu'ils donnent vraiment des informations de qualité et très précises. La revue Fortune donnait, je crois qu'elle donne toujours, une liste, non pas seulement de les 50 hommes en général, les plus riches du monde, mais aussi les 5000 groupes financiers qui dominent vraiment. Quand vous prenez sur ces 5000, même 2000 ou 3000, vous couvrez 90% des activités directement ou indirectement, à peu près tout. Bon. Maintenant, votre dernière question sur l'euro. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Mais je ne vois pas d'autre chose venir que le désastre. Bon. Maintenant, est-ce qu'on pourra atténuer dans les apparences le désastre en maintenant des mots? Je crois que les politiciens en place se satisferaient de cela. Tant qu'on continuera à parler l'euro existe, on dira l'euro existe. Même si... bon, alors, il est effectivement... Nous sommes en... Ce qui se met en place, c'est une Europe à 2 vitesses, ou je dirais même à 5 vitesses, je ne sais pas exactement. Hein. Mais cette Europe à 2 vitesses ou à 5 vitesses, ce n'est pas très différent de l'image que je donne, volontairement caricaturale, en la comparant à 1930, parce que c'est vers là qu'on va. Et je ne vois pas du tout que cette Europe à 2 vitesses puisse devenir une Europe stabilisable. Indépendamment même du fait que je ne crois pas que les majorités des peuples européens accepteront éternellement, le terme est très fort, mais encore très longtemps, hein, la paupérisation continue et la dégradation continue. Seulement, comme on l'a vu à la crise de 1929-30, il y a eu de réponses. Il y a eu le nazisme et il y a eu le Front populaire. Et ça dépend, je ne dirais pas d'impondérable, mais ça dépend de conditions politiques et autres très locales, très, très particulières. Et l'un et l'autre sont possibles. L'un et l'autre sont également possibles. Moi, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. J'essaye d'être froid. C'est pas facile. Hein, d'être froid, c'est-à-dire... Et pour être réaliste et pour soutenir, donner le maximum de chance aux sorties optimistes, il faut être le plus sévère avec le danger le plus pessimiste. Ne pas le sous-estimer. Alors, cette Europe à plusieurs vitesses ne sera pas... C'est pas seulement pour cette raison qu'elle ne sera pas viable. Elle ne sera pas viable sur le plan des relations économiques entre les pays européens, y compris les déséquilibres commerciaux, financiers et autres. Elle ne sera pas viable dans les rapports entre les partenaires européens, ces partenaires classés différemment, et le système mondial. Et par conséquent, ce n'est pas un système plus viable que le système actuel. Il est tout autant non viable. C'est-à-dire que la non-viabilité du système, pour moi, j'en suis persuadé. Bon, persuadé ne veut pas dire que tout le monde est en est nécessairement convaincu. Alors,
quelle sera la réponse? Écoutez, à la première grande crise du capitalisme, qui commence exactement un siècle avant, 1875, mettons, bon, qui se prolonge, il y a une première belle époque qui ressemble à la deuxième. J'ai fait le parallèle dans mon livre sur la crise. Je fais le parallèle entre la première longue crise et la deuxième longue crise du capitalisme. La première longue crise, quelle a été la réponse à la première longue crise? Des événements insignifiants que les économistes ignorent parce que ça sort de leur domaine. La Première Guerre mondiale, la Révolution russe, la crise de 29, la montée du nazisme, l'impérialisme japonais, la Deuxième Guerre mondiale, la Révolution chinoise. C'est ça qui a été la réponse. C'est pas des politiques économiques astucieuses de X et de Y. Évidemment, chacune de ces transformations a eu son volet économique. Mais c'est ça les réponses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser le système sur un terrain économiste. C'est seulement sur le terrain du matérialisme historique qu'on peut l'analyser. Alors, personne en 1913, Lénine en 1913 avait quand même prévu la guerre, et la possibilité d'une révolution. C'était déjà pas mal. Mais personne n'a prévu l'intégralité d'un développement historique sur une période courte. 1914-1945, c'est quoi? C'est 30 ans. C'est 30 ans. Et sur 30 ans, quel changement gigantesque, mais gigantesque. Bon ou mauvais, mais peu importe. Bon, alors, la crise actuelle, et il faut replacer à ce moment-là l'Europe dans cette crise actuelle. Tout est possible. Mais ce que nous voyons pour le moment n'est pas n'inspire pas beaucoup d'optimisme. Ce que nous voyons, c'est en Europe de l'Est, à la fois la permanence des illusions, le capitalisme va résoudre nos problèmes, et la soumission à un ajustement structurel qui a été une paupérisation massive, et des réponses, comme je disais, il n'y a pas besoin, Horthy en Hongrie, mais il est déjà là. Bon, les barons baltes, ils sont déjà dans les pays baltes, etc. Donc, ce n'est pas forcer l'image que de dire que les réactions actuelles et la montée des extrêmes droites, même si je ne crois pas qu'il y ait répétition dans l'histoire, remake, mais la montée des extrêmes droites est un phénomène général. Bon. Je suis très sensible à la question du langage. Pour ma part, je parle de moins en moins de démocratie, et je crois qu'il faut parler de démocratisation de la société, qui est bien plus que simplement pluripartisme et élection. Démocratisation de la société, c'est un processus historique, probablement sans fin, et avec facettes multiples, complémentaires, mais aussi peut-être conflictuelles. Parce que la démocratie, si on la réduit à pluripartisme élection, elle tourne à la farce. Même là où elle est bien ancrée, comme en Europe, vous avez donné, je crois, des exemples, on fait revoter jusqu'à ce qu'on vote bien, etc., etc. Ou on ne tient pas compte d'un vote, comme ça a été le cas avec le référendum en France, etc., etc. Et la farce, elle est quotidienne. Vous pouvez voter à peu près librement. Il n'y a pas tellement de pression et de trafic, mais le résultat, de toute façon, ne sert à rien. Que le Parlement soit blanc ou bleu ou rose, il est rarement rouge, il fait exactement la même chose, il déclare le lendemain, nous ne pouvons rien, c'est le marché. C'est-à-dire c'est les monopoles de finances. Bon. Alors, ça, je suis tout à fait... je ne connais pas bien, pas suffisamment, en tout cas, le mouvement des indignés espagnols pour en parler. J'ai eu l'occasion à Madrid d'en discuter avec d'apprendre par des responsables de ce mouvement qui m'est apparu porteur d'un potentiel de radicalisation, de développement et d'organisation que je ne soupçonnais pas. Je pensais que c'était un mouvement très... Bon. Maintenant,
les élections, vous vous souvenez, 68 élections Pied-Jacon, bon, les élections ont toujours été, ou souvent, été le moyen pour les forces réactionnaires, conservatrices, d'arrêter un processus en mouvement qui se radicalise et potentiellement donc d'avancées révolutionnaires. Et on peut dire qu'on a mis fin à 68 en France par des élections, on a mis fin, apparemment, au mouvement en Égypte ou en Tunisie par des élections, en sachant très bien que ces élections donneraient des résultats qui contribueraient, je pense qu'elles échouent, mais elles contribuent à ralentir le mouvement. Leur objectif était de créer, de mettre en place une légitimité qui serait exclusive. Je ne connais pas suffisamment la Tunisie pour me prononcer sur ce pays, mais pour ce qui est de l'Égypte, parce que je le suis de plus près et je suis dans le bain, en Égypte, il n'y a pas de légitimité très grande des élections. La légitimité du mouvement, et c'est aussi un slogan qu'on entend et qu'on voit écrit sur les murs, la seule légitimité, c'est le droit de se battre. Ce n'est pas les élections. Parce que, et dans le cas égyptien, elles ont été truquées, mais peu importe, c'est du détail. Alors, il y a une deuxième série de problèmes qui ont été posés. Oui, le capitalisme, par définition, c'est l'anarchie. Alors, c'est-à-dire la diversité et conflictualité des intérêts capitalistes, au pluriel. Alors, c'est ça que... Mais cette anarchie ne correspond pas du tout à l'image de la concurrence du mode de pensée de l'économie conventionnelle, qui est une concurrence dans l'hypothèse ou sur la base d'une hypothèse qui n'a rien à voir avec la réalité, qui est cette économie imaginaire des marchés généralisés. Et nous ne sommes pas... Alors, comment analyser cette anarchie et comment analyser les contradictions principales ou pas principales qui se manifestent dans cette anarchie? Je crois que là, il faut être extrêmement concret. Il n'y a pas de règle générale. Alors, pour ma part, je crois que, et ça rejoint une des observations qui a été faite, que bien qu'il y ait conflit, on l'appellera compétition, entre des groupes financiers ou des groupes financiarisés, producteurs et financiarisés, dans différents domaines, il y a aussi une conscience très forte de leurs intérêts communs. Face aux travailleurs et face à la concurrence extérieure, notamment des pays émergents. Et c'est la raison pour laquelle c'est la politique qui est au poste de commande. Ce n'est pas cette concurrence qui est au poste de commande. Ce ne sont pas les conflits qui existent entre les capitaux forcément émiettés, pas émiettés au sens d'économie conventionnelle, tellement émiettés qu'il y a la concurrence, mais entre les monopoles, qui est au poste de commande, c'est plutôt la politique qui cherche à... Et c'est la raison pour laquelle je dis on ne peut pas parler, on ne peut pas analyser le capitalisme en faisant abstraction de l'État et de la monnaie. Parce que c'est précisément le moyen pour le bloc social au pouvoir, pour la classe sociale, c'est trop simple, mais disons les pouvoirs de décision majeurs de réguler. Alors, il n'y a pas une idéologie, ça vient... Il n'y a pas une idéologie Il y a un discours sur la régulation, mais il n'y a pas une idéologie de la régulation. Il y a une idéologie de la dérégulation. Le modèle imaginaire des marchés généralisés exclut la régulation. Il l'exclut par principe, puisqu'il fait l'hypothèse, il fait la double hypothèse, qu'il n'y a ni État ni monnaie. Il y a seulement la concurrence des produits et des services. C'est-à-dire, c'est ça le fondement de l'idéologie du capitalisme. Et c'est la raison pour laquelle l'économie conventionnelle
contre vents et marées, et en dépit de la démonstration rigoureuse de l'impossibilité d'une autorégulation des marchés, après Walras, Debreu a cherché à donner une forme beaucoup plus prétentieuse, plus mathématique, etc., au même théorème que celui de Walras. Il a échoué. Sauf que Walras était honnête, il l'a reconnu. Debreu, il l'est beaucoup moins, il ne le reconnaît pas. Et que ses élèves, y compris Stiglitz et les autres, qu'on présente comme des grands réformateurs, continuent à rester dans ce cadre. Alors, il n'y a pas d'idéologie de la régulation. Il y a un discours, il y a des pratiques de l'État qui ne sont incompréhensibles sans voir les intérêts que servent tel ou tel, mais alors très concrètement, un État à un moment ou à un autre. Bon, alors, dans ce cadre, moi, dans la distinction entre l'intérêt particulier de tel ou tel groupe ou de tel ou tel capitaliste et l'intérêt général du capital, je ne fais pas la distinction gentille entre le bon capital inventif et qui investit, etc., et le mauvais capital spéculateur, hein, puisque les deux sortes d'opérations sont les opérations du même groupe qui font leur profit et leur rente sur cette base. Alors, je n'ai pas beaucoup compris certaines questions. Je ne vois pas de contradiction entre le fait qu'il y ait une rente de monopole et le fait qu'il y ait des investissements, des monopoles en Chine qui sont contraints, là, d'accepter une certaine régulation par l'État chinois. Hein? Bon. J'ai même essayé, un de mes derniers ouvrages, La loi de la valeur mondialisée. Je travaille sur la loi de la valeur mondialisée depuis exactement 1954. Hein? Bon, donc c'est pas hier. Mais les formulations successives ne sont pas des approches successives de la perfection, mais des tentatives d'analyser les formes de la loi de la valeur mondialisée aux différents moments de l'histoire du capitalisme. C'est-à-dire, pour prendre de l'histoire qui est antérieure à ma vie personnelle, l'époque mercantiliste, ou bien le 19e siècle du capitalisme industriel, ou bien le capital des monopoles depuis Hilferding, Hobson, Lénine, jusqu'à Baran et Sweezy, 1950-60, et puis aujourd'hui. Et je prétends qu'il y a une forme, des formes différentes, mais toujours de la loi de la valeur mondialisée, et c'est ces formes qui sont, à mon avis, à l'étape actuelle, indissociables de la rente des monopoles. Maintenant, le capital de connivence qui a été posé, c'est une chose très importante. Dans un papier récent fait en Égypte par moi, mais en arabe malheureusement, mais j'espère en produire quelque chose en français ou en anglais prochainement, je parle du capital de connivence. Je dis que dans les pays de lumpen développement, j'ai emprunté la formule à mon ami, le regretté André Gundafranc, qui l'a utilisé pour analyser autre chose à une autre époque, l'Amérique latine des années 60, mais le terme me paraît très, très, très bon. Il désigne ce que l'on appelle à la Banque mondiale le développement, c'est-à-dire un développement qui s'accompagne d'une paupérisation continue, d'où la juxtaposition du discours « Ah, le développement marche bien », mais en même temps, il y a des problèmes de réduction de la pauvreté. Et on échoue toujours à la réduire, mais ça ne fait rien. Le capitalisme dans ces pays, et je dis dans ces pays, pas en Chine, ne peut être qu'un capitalisme de connivence. C'est-à-dire, c'est un capitalisme qui fabrique des gens riches par leur proximité au pouvoir, mais sans plus. Ce n'est pas un capitalisme... je prends l'exemple égyptien. Qu'est-ce qu'a fait la Banque mondiale? Elle a imposé, le gouvernement égyptien, le ministère de l'approvisionnement, Tamouine, importer directement, c'est-à-dire passer des contrats d'importation de blé. Alors la Banque mondiale a dit, ça c'est contraire au principe de l'économie saine,
c'est une activité qui doit être privée. Alors, qui est le privé qui passe ces contrats? Ce sont des gens choisis par le gouvernement, proches du gouvernement, des généraux de l'armée, des commerçants musulmans, frères musulmans bien riches, revenus du Golfe, et d'autres comparses, quelques hauts fonctionnaires, j'en connais quelques-uns, à qui est donné, se baptise secteur privé, passe des contrats, importe le blé qu'ils payent 100 livres et le revendent au gouvernement à 130 livres le lendemain. Alors les 30 livres sont du profit de monopole, à la limite crapuleux, d'un capitaliste de connivence. Alors on peut appeler ça même, on appelle ça souvent, l'opinion publique, en tout cas en Égypte, et je pense dans beaucoup d'autres pays, l'appelle de la corruption. Ce n'est pas très différent. Mais c'est une forme... Alors ça fabrique des gens très riches, des milliardaires, mais ça ne fabrique pas un capitalisme national. Et ça n'est pas un projet national, fût-il capitaliste. Ce n'est pas un projet. Bon, et je pense que c'est ce genre de capitalisme de connivence que nous avons. Je ne connais pas très bien la Tunisie, mais je ne crois pas que ce soit un capitalisme bien... Oh, il y a des petits gens qui font quelque chose quelque part. Ça, partout au monde, ça existe. Hein. Mais le gros, c'est cela. Et d'où la collusion, notamment avec le capital ou avec les pouvoirs politiques étrangers. C'est le cas, ça a été, vous avez raison, le cas de la Tunisie est assez typique là-dessus. Dans le cas de l'Algérie, après le démantèlement du projet de Boumedienne, on a eu exactement ce qu'on a eu en Égypte à partir de la même date à peu près, avec sa date 1970, après la mort de Nasser, c'est-à-dire le démantèlement du projet national, qui était ce qu'il était, avec ses contradictions, ses limites et tout ce qu'on veut. Hein. Et la substitution à ce projet de développement national, fût-il capitaliste d'État, à ce moment-là, dans une large mesure, d'un capitaliste de connivence. Bien, maintenant, la question de l'audace, je ne veux pas faire de la pub pour mon livre, pourquoi pas, mais je donne des précisions concrètes. C'est-à-dire, je ne veux pas me dire il suffit d'avoir de l'audace, de le dire, pour que on doit en préciser les objectifs stratégiques. Et ça ne peut être fait que très concrètement. Ça ne peut pas être la même recette pour la France, la Chine, l'Égypte, la Tunisie et je ne sais pas qui d'autres, etc. Il faut prendre tous les éléments d'une manière concrète. Voilà, merci.